Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Jean-Pierre Raffarin, sénateur UMP de la Vienne. Jean-Pierre Raffarin, bonsoir. Bonsoir, Madame Ventroux. Hier, à votre place, nous avions Thierry Mariani, qui est le secrétaire d'État au transport. Il vous a posé une question. La droite sénatoriale vient de supprimer la faible participation de 30 € pour tous les étrangers bénéficiant de l'aide médicale d'État. Alors ma question est simple. Bien sûr qu'il faut garantir un niveau de soins pour toutes les personnes, qu'elles soient avec ou sans papier. Mais franchement, quand ça coûte aux contribuables 600 millions d'euros, demander à chaque étranger 30 €, est-ce que c'est quand même pas un minimum ? Alors, si vous permettez, je vais rajouter une question. Est-ce que diminuer l'attractivité du système social français, c'est pas finalement plus humain que de devoir expulser des étrangers en situation irrégulière qui sont venus parce que le système était attractif ? Je suis un peu surpris qu'un jeune parlementaire qui devienne membre du gouvernement continue à se comporter en militant au lieu de commencer à assumer ses responsabilités au transport où il y a des grands sujets importants, où il aurait pu interroger un sénateur sur des grands sujets d'infrastructure. Il veut continuer à faire de la politique. Eh bien, je vais lui dire que je suis d'accord avec lui sur ce sujet. Je l'avais moi-même proposé quand j'étais Premier ministre. Il faut un ticket modérateur en toute chose. Et c'est une forme assez juste que d'avoir un ticket modérateur sur ce sujet, comme sur bien d'autres. Et donc, il n'y a pas de difficulté. Quant au transport, je serais prêt à en parler parce que là, il y a beaucoup de travail. Oui, nous manquons d'infrastructures. Nous nous sommes laissés déborder sur un certain nombre de sujets. Et j'espère que Thierry Mariani va pouvoir continuer l'excellent travail qu'a fait Dominique Bussereau. Bien, on lui passera le message, mais malheureusement, il n'y a pas de questions sur ce sujet pour l'instant. Le ticket modérateur n'est pas la seule chose que la droite sénatoriale a rétablie alors que l'Assemblée l'avait supprimé. En tout, il y a une quinzaine de dispositions budgétaires votées par l'Assemblée et supprimées ou rétablies, selon les cas, par la droite sénatoriale. Par exemple... La majorité sénatoriale. La majorité, enfin, qui n'est pas majoritaire au Sénat, qui n'est qu'en majorité relative. Mais c'est pour ça que c'est pas la droite, parce qu'il y a le centre aussi. Vous avez raison. Donc, par exemple... Merci, Judith. Par exemple, la droite sénatoriale et le centre ont rétabli l'abattement sur les emplois à domicile qu'avait supprimé l'Assemblée. Tout ça va se terminer en commission mixte paritaire. Quel compromis est possible ? Écoutez, je trouve complètement absurde qu'on s'attaque au service à la personne. D'abord, c'est détricoter le plan de cohésion sociale de Jacques Chirac. Et donc ça, c'est assez inacceptable. On avait fait un plan de cohésion sociale fondé sur le développement des services à la personne. Nous avons besoin, pour les personnes âgées, pour les personnes fragiles, de gens qui viennent leur apporter une assistance sociale et en même temps tout ça produit de l'emploi. Oui. Et donc cette aide... L'argument de François Baroin, c'était qu'il y avait des abus, par exemple du coaching à domicile ou des choses qui ne sont pas vraiment... Écoutez, ça c'est des opérations de parias. J'ai assez peu vu de coaching en Poitou. Mais je vois souvent des jardiniers et un certain nombre de gens qui n'auraient pas forcément du travail dans d'autres types de métiers pour les entreprises. Donc je trouve qu'il y a du travail au noir en plus. Je pense que les emplois à la personne, ça fait partie de la cohésion sociale. Et je trouve un peu maladroit qu'on cherche comme ça ici quelques millions à gratter sur des politiques essentielles, alors qu'il y a des milliards qu'on ne va pas chercher. Il y a des milliards pour le Grand Paris, il y a des milliards pour l'allègement de charges sur les 35 heures, il y a des milliards qu'on pourrait aller gratter et là faire des économies. Et on va s'attaquer là à des politiques qui sont des politiques à la fois économiques et sociales et qui servent la cohésion sociale en plus que la majorité a voté, car c'est la même majorité. Donc je trouve qu'on aurait pu se dispenser de cette épreuve, mais le Sénat a fait preuve de sagesse, comme à l'accoutumée. Vous parlez de d'autres économies possibles. Vous venez de créer un groupe qui s'appelle République et Territoire au Sénat. Est-ce que l'une de ses vocations est de défendre des propositions éventuellement iconoclastes ? Est-ce que ce groupe va être le fer de lance de la rébellion ou de la révolution sénatoriale ? Non, ce n'est pas une révolution, mais c'est simplement qu'on veut parler vrai. C'est un groupe qui se veut sincère, c'est-à-dire dire la vérité, qui se veut sérieux, qui se dit il faut faire des économies, mais faire des économies sur les grosses dépenses et pas sur les petites dépenses. Et puis c'est un groupe qui, dans le groupe UMP, à l'intérieur du groupe UMP, veut travailler comme une coopérative, c'est-à-dire pousser un certain nombre d'idées, défendre les territoires, montrer que la France est diversifiée et qu'il faut la reconnaître dans sa diversité. Votre ami Gérard Longuet, qui est aussi président du groupe UMP au Sénat, a réclamé un congrès à l'UMP pour que ces sensibilités, ces mouvements
qui existe dans les assemblées, les deux d'ailleurs, ait aussi une existence concrète et efficace au sein du parti. Est-ce qu'il y a eu raison de réclamer ce congrès ? J'approuve Gérard Longuet, c'est un ami depuis toujours et je le soutiens. Il est mon président de groupe et si je suis au groupe UMP, c'est en grande partie grâce à lui. Je dois dire qu'avec Jean-François Copé, nous allons transformer l'UMP. Il faut transformer l'UMP. Il faut en faire un grand parti démocratique. Il ne faut pas en faire une structure caporalisée. Avec Jean-François Copé, qui en est d'accord, nous allons créer la nouvelle UMP sous la forme de la Ve République, c'est-à-dire un exécutif, c'est-à-dire le gouvernement du parti, c'est-à-dire le bureau politique avec son secrétaire général, et un parlement dans lequel les conseillers nationaux, puisque ce sera le Conseil national, les conseillers nationaux seront les vrais députés du parti. Et donc nous allons, dès notre Conseil national de samedi, organiser le Conseil national avec des commissions. On va faire comme au Parlement, des questions à l'exécutif. Et donc les membres du Conseil national pourront interroger le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, les secrétaires nationaux. On veut en faire un parti vraiment démocratique. Et de ce point de vue-là, et Gérard Longuet et Jean-François Copé sont d'accord pour que les sensibilités existent. Nous voulons sauf que un parti Gérard de la Longuet diversité. rappelle qu'il faut un congrès. Oui, mais en attendant d'avoir un congrès, on aura un congrès, ça nous verrons avec les instances. Est-ce qu'un congrès est possible avant la désignation ou l'investiture du candidat de l'UMP ? Bien, écoutez, nous allons en parler. Je ne suis pas sûr que ce soit possible à court terme, mais en tout cas, dès maintenant, nous pouvons faire vivre les sensibilités et c'est pour ça que la nouvelle UMP doit être démocratique. Et prenons des institutions qui fonctionnent bien, celle de la Ve République. Un Parlement fort, le Conseil national, un exécutif fort, le bureau politique, avec à sa tête, le secrétaire général Jean-François Copé. Vous soutenez très activement Jean-François Copé, que vous avez d'ailleurs emmené en Chine, où vous l'avez présenté à de nombreux responsables chinois. Il a critiqué assez vivement la gestion de son prédécesseur, et notamment, il a récusé l'objectif des 500 000 militants en 2012, en précisant qu'il ne savait même pas comment on comptait les militants au sein de ce parti. Est-ce que vous avez la même interrogation ? Je ne veux pas juger le passé, je regarde que l'avenir. Jean-François Copé est un homme d'avenir. Excusez-moi, vous faites aussi partie du passé, puisqu'en fait, vous êtes premier vice-président du Conseil national, vous allez le rester avec plein de projets, mais vous étiez associé à la gestion. Je regarde l'avenir. Le secrétaire général, qui était Xavier Bertrand, a fait le travail qu'il croyait devoir faire. Je soutiens Jean-François Copé. Je pense que c'est une bonne décision que de l'avoir nommé. C'est un homme généreux et talentueux. Je crois qu'il est l'homme pour créer la nouvelle UMP, celle qui sera une UMP démocratique, loyale, mais libre vis-à-vis de l'exécutif. Si vos espoirs de liberté vis-à-vis de l'exécutif et de représentativité, de diversité étaient déçus, est-ce que vous seriez prêt à quitter l'UMP et à rejoindre la Confédération des centres que Jean-Louis Borloo tente de construire actuellement ? Écoutez, avec Jean-Louis Borloo, j'ai beaucoup de sympathie, avec le centre également. Tout dépendra quelle option il sera prise, si le centre est à l'extérieur de l'UMP ou dans l'UMP. Moi, je fais partie de ceux qui veulent que la tendance libérale, la tendance centriste, ceux qui ne sont pas issus du RPR, existent dans l'UMP. S'ils existent dans l'UMP, je ne vois pas pourquoi on irait exister ailleurs. Donc toute la question est de faire en sorte que tout ceci puisse exister. Je pense que Jean-François Copé a compris tout cela. Il a cette sensibilité. Moi, j'ai travaillé au gouvernement avec lui. Il a été mon porte-parole, le porte-parole du gouvernement. Et vous savez, entre un Premier ministre et son porte-parole, il y a des liens très forts. Donc, il fait que je comprends bien sa mécanique intellectuelle et je sais bien comment il fonctionne. Je crois qu'il a bien compris que l'avenir de l'UMP, c'était sa diversité. Vous êtes ami avec Jean-Louis Borloo, vous étiez très partisan de sa nomination à Matignon. Nos internautes vous ont posé des questions à ce sujet, notamment FB qui vous demande, vous étiez partisan d'un changement de Premier ministre, êtes-vous toujours de cet avis ? En clair, regrettez-vous le maintien de François Fillon à Matignon ? Non, je soutiens François Fillon, le président de la République est maître de ses choix. Moi, je suis un responsable politique, je lui dis que nous avons eu une mauvaise élection et qu'il me paraissait important d'avoir un acte 2 du quinquennat. Et donc cet acte 2, ça devait être un acte de changement, comme il le dit lui-même, une rupture dans la rupture.
Donc je pensais que c'était ça la bonne stratégie. Le président de la République... Elle n'a pas été retenue. Il a choisi autre chose. Je suis un militant loyal, je soutiens le choix du président. Surtout que j'ai avec François Fillon quelques sympathies. Il est comme moi provincial, il est comme moi tempéré, il est comme moi quelqu'un qui connaît bien les élus locaux. Donc j'ai beaucoup de proximité avec lui. Donc vous Mais allez je pensais qu'il fallait un autre choix de politique. Pas un autre choix forcément de personne. Mais à partir du moment où le président de la République l'a confirmé, je suis quelqu'un qui respecte les institutions de la Ve République. C'est le président qui est en charge de la nomination du Premier ministre. On a droit, avant de dire ce qu'on pense, une fois que le président a décidé, on soutient celui qu'il a choisi. On va finir sur le sujet qui fait le buzz aujourd'hui, c'est la proposition d'Éric Cantona, enfin l'invitation aux citoyens français d'enlever leur argent des banques. On regarde ce qu'en a dit Martine Aubry. Ce que Cantona pose, c'est une question que tous les Français se posent, quoi. Dans le fond, les banques nous ont emmenés au mur, on les a beaucoup aidés, et aujourd'hui elles refont des profits, et nous on va toujours aussi mal. Sa réponse n'est pas la bonne, je dirais même qu'il marquerait vraiment un but contre son camp, contre la France, contre nous tous, en fait, en réalisant cela. Alors très brièvement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Je pense que c'est une démarche démagogique, qu'au fond on a besoin d'outils financiers dans l'économie, et que l'effondrement des banques serait l'effondrement de l'économie. Et quand il y a effondrement de l'économie, c'est toujours les plus faibles qui sont les premières victimes. Car ceux qui ont beaucoup d'argent, eux, ils peuvent mettre leur argent ailleurs. Et finalement, ce type de mesures, ce que font ce type de mesures, c'est vraiment essayer de faire des messages démagogiques dont finalement les plus fragiles sont les victimes. Jean-Pierre Raffarin, je vous remercie. Demain, nous aurons un nouveau talk Orange Le Figaro avec Arnaud Montebourg, qui est député PS de Saône-et-Loire. Bonsoir et à demain.